les ondes scalaires, on en entend beaucoup parler depuis 3-4 ans maintenant. On est sur une tendance lourde avec cette notion. C'est un petit peu le même style d'engouement, ou le même style un peu de mot fourre-tout que ce qu'il peut y avoir avec le mot quantique, que ce qu'il y a eu depuis une dizaine d'années en gros. Et dans le cadre de la revue Ordre, moi depuis quasiment le début de la revue, mais on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu la place de pouvoir le faire jusqu'à présent, on voulait faire un sujet sur scalaire, vous avez dit scalaire, c'est-à-dire un peu en quelque sorte faire le tour d'horizon de la notion scalaire et relier ensemble les différentes acceptations, en tout cas les différents points de vue qui existent sur cette notion. C'est une notion bien mystérieuse, bien intangible, et il y a peut-être il y a quelque chose qui va comme ça traverser, je pense, discrètement l'échange ensemble et puis les questions qui auront lieu ensuite, c'est la question d'ondes fantômes. C'est-à-dire qu'en fait, les ondes scalaires, on peut envisager qu'on soit dans la catégorie des ondes fantômes, et donc on est dans quelque chose qui navigue autour des notions de disparition, autour de l'invisible, autour de l'intangible. On est dans quelque chose qui existe et qui en même temps n'existe pas, et c'est pour ça qu'en fait ça participe, c'est une de mes hypothèses de travail en tout cas, ça participe de la controverse, ou en tout cas du côté un peu insaisissable ou difficile à appréhender qui accompagne cette notion. Il y a d'autres choses à dire, mais on y fera progressivement. Donc là, cette citation de Tesla qu'il était opportun, vu le sujet, de rappeler, elle est générique, elle pourrait s'appliquer à la médecine électromagnétique, elle pourrait s'appliquer aux notions de cosmos électromagnétique, mais là, en l'occurrence, compte tenu de la façon dont Tesla est associé comme un peu référent, comme outil de légitimité, de légitimation aux ondes Tesla, c'était un petit clin d'œil comme ça de le mettre en entrée. Alors, en gros, la conférence ce soir, ou l'échange qu'on va avoir ensemble, il y a 2 temps. Un premier temps, c'est les ondes scalaires par 1, en gros, c'est quoi une onde? Et les ondes scalaires par 2, c'est quoi le scalaire? On va faire un truc un peu simple, comme ça. Et bien sûr, on va aller très très loin, on va parler d'espaces mathématiques à 12 dimensions. On va aborder comme ça des espaces non euclidiens, de l'optique non linéaire, des choses super compliquées avec toutes les formules qui vont avec. Donc, c'est quoi les ondes? C'est ce qu'on va aborder maintenant. J'ai choisi, pour vous faire passer un peu des notions clés autour de la notion d'onde, de faire des focus sur 4 types d'ondes, 4 familles d'ondes, les ondes sonores, les ondes sismiques, les ondes gravitationnelles, les ondes lumineuses. Et puis ensuite, du côté du scalaire, on va aborder la terminologie, les origines, la généalogie, la typologie et les usages. Et puis ensuite, sur la fin, il y a des ramifications, il y a des perspectives, il y a des choses qui se passent. On va commencer à aller voir du côté des vortex, des neutrinos, des monopoles. Qui parmi vous connaît la notion de monopole? La monopole magnétique ou électromagnétique, pas le monopole économique, ça c'est autre chose, sinon on aurait parlé d'oligarchie. Mais en tout cas, la notion de monopole électromagnétique, qui parmi vous est familier ou coutumier de la notion? Bon, c'est bien, on pourra en discuter. Et puis la notion de mer ou de mur quantique aussi. Alors, c'est quoi une onde? Au niveau du schéma ici, ça c'est l'essence de ce qu'est une onde, ou en tout cas du concept d'onde tel que la science va l'entendre, un peu toute discipline confondue. Donc on est avec 3-4 notions de base à travers ce schéma. La première, c'est qu'on a une onde qui monte et qui descend, donc en fait il y a un déplacement. Il y a quelque chose qui se déploie et qui oscille. Donc il y a une logique de mouvement, de fluctuation, de vibration, ça se déplace, et cette notion-là, c'est la notion d'amplitude. L'amplitude, hop, je vais utiliser la petite lumière là, c'est ce qu'on pourrait appeler dans un autre registre l'intensité. Voilà, donc là, ça c'est une notion clé, c'est la notion d'amplitude. Et puis, l'autre notion, la petite flèche là qui relie 2 crêtes, c'est ce qu'on appelle plus généralement la longueur d'onde, mais scientifiquement parlant, le terme propre, c'est le terme période. On reviendra sur la longueur d'onde après, mais en gros, là, les 2 notions qui sont présentes ici, à avoir en tête, c'est au niveau du lexique, du langage, c'est période et amplitude. Et au niveau du principe, c'est de voir qu'en fait, c'est une logique de mouvement qui se déploie dans le temps. Ça commence et ça se diffuse. Ça s'éloigne de la source. Donc, il y a un double déplacement. Il y a un déplacement lié à l'amplitude, qui est l'intensité. Ça aussi, ça bouge comme ça. Et un déplacement dans ce sens-là, par rapport au temps. Donc, il y a une logique de propagation, il y a une logique de vitesse. On traverse un milieu, on traverse l'eau, on traverse l'air, on va traverser éventuellement le corps, on va traverser le vide entre les planètes. Donc, il y a un deuxième mouvement comme ça, qui est progressif, qui se diffuse. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est que donc ce mouvement qui
qui se propage et qui s'éloigne de la source, c'est cette image par exemple, de la goutte d'eau qui tombe dans un bol d'eau, dans un lac, et ça bouge et ça se diffuse comme ça s'éloigne du centre. C'est aussi, et c'est pas forcément le même phénomène, mais c'est aussi le fait de taper sur un tambour et le tambour va vibrer. Okay, dans les deux cas, on envoie une force à un endroit donné, ce qu'on va appeler par exemple une perturbation. On injecte une force, on envoie une force. Cette force, elle ne rebondit pas, elle se diffuse autour. Et elle s'éloigne depuis l'endroit où ça arrive. Donc, double mouvement, un mouvement d'intensité, un mouvement de propagation. Et par rapport à cette façon où cette force se diffuse et s'éloigne, donc en gros, qu'est-ce qui se passe avec la surface de l'eau qui bouge? Qu'est-ce qui se passe avec la peau du tambour qui bouge? Il y a une déformation. Okay, donc il y a une déformation d'un état qui était stable, qui était équilibré, et il y a eu un changement. Donc cette déformation, elle va avoir plusieurs modalités. On va parler de dispersion, on va parler de réflexion, on va parler d'atténuation, parce qu'à un moment donné, eh ben, la force se tarit et on va vers l'équilibre. On revient au début, avant que le phénomène ait lieu, avant que le changement ait lieu, avant que la perturbation déboule. Deux notions importantes que je pose maintenant, mais on y reviendra après, c'est bien entendu les notions d'interférence et les notions de résonance. Les deux sont cousines. On n'est pas avec les mêmes mots, ça ne dit pas exactement la même chose, mais les deux sont liés, c'est la même famille. Donc, pour passer sur la colonne d'à côté, qui redit un peu tout ça, donc ce qu'il y a à avoir en tête, c'est que l'onde, c'est une grandeur, et c'est aussi un champ, au sens de champ d'énergie, au sens de champ d'influence. C'est aussi un champ puisque, en fonction des termes qu'on va employer ou en fonction des mots que l'on va choisir pour décrire une onde, on va autant par exemple dire que ça va être une force qui traverse un milieu, que dire que c'est un mouvement d'objets, de particules, de charges, de potentiel. On peut aussi dire que c'est un transport d'énergie sans transport de matière. Donc on a vraiment deux façons de le dire, deux mots différents, et pourtant c'est le même phénomène. Donc on voit très bien qu'un même phénomène peut être décrit d'une façon variable, avec des mots un petit peu différents. Donc avec par exemple cette idée d'une force qui traverse un milieu, la peau du tambour, la surface de l'eau, voilà, ou un transport d'énergie sans transport de matière. Et pour faire le lien avec cette notion de champ, c'est une zone de l'espace dont les propriétés ont été modifiées. Parce que donc à un endroit donné, il se passe quelque chose, et autour de cet endroit, ça bouge, et il y a des différences et des changements. C'est pour ça que l'onde, c'est aussi un champ. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment, ça dépend si on choisit de regarder l'onde depuis le point de départ ou de regarder l'onde depuis le point d'arrivée. En fonction du point de vue qu'on va adopter, on va se dire que tiens, c'est un champ ou c'est une onde. Elle peut être matérielle, elle peut être immatérielle. Alors, il y a deux termes que vous pouvez voir passer, je vous les cite parce qu'ils existent dans le jargon et ils sont jolis en eux-mêmes. Il y a la notion de phonon. Donc, un phonon, c'est rien d'escroc là-dessous, c'est la notion c'est d'une onde sonore, en fait. Voilà, le phonon pour phonétique. Un autre terme qui est sympathique, et qui est, par contre qui est très intéressant, parce que normalement ça n'existe pas, et pourtant dans le réel ça existe, ça s'observe, et même couramment dans la nature, c'est la notion de soliton. Le soliton, c'est en fait une onde où en gros les ondes sont en cohérence. Et donc ce qu'on va voir, c'est une seule onde qui se déplace. Et un phénomène qui est connu depuis des temps immémoriaux là-dessus, c'est par exemple le mascaré, qui est une espèce de vague qui remonte le fleuve dans le sud de la France, et donc le mascaré, ça arrive une ou deux fois par an, mais ça remonte jusqu'à 40, 50, 60 km à l'intérieur des terres. C'est une onde qui remonte. Il n'y en a pas plein, il y en a une seule. Mais sauf que dans les faits, il y en a plusieurs, mais elles sont cohérentes, elles sont à l'unisson. Okay, et donc cette notion de soliton, qui est un épiphénomène, en fait, la nature nous en donne des exemples régulièrement. On va passer au premier exemple, c'est la notion d'onde sonore. L'onde sonore, parmi vous, qui est un petit peu musicien, mélomane, un peu plus qu'amateur? Oui, ok. Donc en fait, ce qu'il faut avoir en tête, même quand c'est beau, même quand c'est harmonieux, c'est que c'est une onde de choc. Le son, c'est une onde de choc, c'est-à-dire que ça fait teinter, ça vient percuter, ça vient faire s'entrechoquer
les molécules d'air qui sont en suspension dans l'atmosphère. Voilà. Vous êtes cerné. Donc c'est une onde de choc qui se propage et qui, comme ça, de molécules d'air en molécules d'air, hop, elles viennent l'une après l'autre. Par contre-coup, ça arrive jusqu'au tympan. Le tympan vient résonner, ça active après des systèmes qu'on a dans l'oreille, et le signal mécanique, la pression acoustique, est converti en charge électrique. Bon, en l'occurrence, c'est électrochimique, mais en tout cas, c'est des charges électriques que notre cerveau va décoder et reconstruire le son. Mais c'est d'abord une force mécanique. C'est pour ça que l'onde sonore va être considérée comme une onde matérielle, qui a besoin d'un support matériel pour être entendu. Dans l'eau, par exemple, le son va être différent que dans l'air, parce que ça ne conduit pas de la même façon, ça ne conduit pas à la même vitesse. Le milieu dans lequel l'onde se propage n'a pas les mêmes propriétés que l'air, quand on est sous l'eau. Dans l'espace, c'est encore autre chose. Comme officiellement, il n'y a rien, ben, comme il n'y a rien, il n'y a pas de son. Voilà. Alors, ce qui est intéressant avec les ondes sonores, en tout cas à travers l'exemple des ondes sonores, c'est qu'on va arriver sur d'autres propriétés qui sont celles qui sont présentes dans toutes les ondes, en fait. Parce que là, au niveau de ce que je vais vous partager là, on prend l'exemple d'une famille d'ondes particulières, d'une onde d'une certaine nature, mais on va aborder des notions qui s'additionnent et qui sont à chaque fois génériques et concernent toutes les ondes. C'est la notion de fondamentale et d'harmonique. Donc la fondamentale, par exemple, c'est celle-là. C'est cette onde rouge qui est ici. Et donc, voilà, c'est l'onde fondamentale, c'est l'onde première, c'est l'onde de référence, c'est ce son-là. Mais la fondamentale, elle génère des harmoniques. Et les harmoniques, qu'on le veuille ou non, elles sont générées. Ça va avec la fondamentale. S'il y a fondamentale, il y a des harmoniques. Et les harmoniques, c'est des multiples. Le double, le triple, le quadruple, etc., etc. Et plus on monte dans les harmoniques, donc premièrement, il y a un ordre. C'est-à-dire que l'harmonique, ça sera le double. Ça ne va pas être le 1,2, ça va être le double. Ça va être le triple. Voilà, il y a une logique de multiplicateur avec des nombres entiers. Donc, il y a l'harmonique, il y a la fondamentale qui est ici, et puis donc on va avoir une première harmonique, et puis il y a une deuxième harmonique, et puis il y a une troisième harmonique. Ok, ça donne ce dessin et ce schéma qui est sympathique, mais donc ça veut dire que les harmoniques vont elles-mêmes générer des harmoniques. Et il y a même, par rapport aux harmoniques, on va dire, en expansion, il y a aussi des logiques de sous-harmoniques. Donc, ce qui fait que quand il y a une onde qui arrive, il y en a plein autour. C'est-à-dire que le son qu'on a entendu une seule note, en fait, à l'intérieur, il y avait plein d'ondes de choc. Exactement. Il y avait d'autres résonances, d'autres qualités sonores, mais qui étaient liées à ce signal initial, qui étaient liées à cette force première. Et ce qu'on voit aussi avec ce schéma, c'est qu'en fait, les harmoniques, entre guillemets, qui montent en fréquence, je parlerai des fréquences un peu plus tard, on monte en fréquence, mais en revanche, c'est l'amplitude qui diminue. Donc ça veut dire qu'elles sont moins facilement audibles, elles sont plus discrètes, elles sont plus inaudibles, elles sont plus invisibles, si je puis dire, imperceptibles, ok ? Donc plus on monte en harmonique, ben moins en fait elles sont évidentes à capter, elles sont de plus en plus ténues. Et aussi, comme on est avec une amplitude plus faible, ça veut dire qu'elles vont s'atténuer et disparaître beaucoup plus doucement et devenir évanescentes en quelque sorte. Alors ce qu'on voit aussi, c'est que quand on a les fréquences qui augmentent, on a la longueur d'onde qui diminue. Hein, cette notion de période ici qu'on voit par exemple avec les deux pics verts, donc cette période qu'on appelle aussi longueur d'onde, bon ben il y en a deux en une, et puis dessous il y en a quatre en une ou deux en elle-même. Vous voyez, à chaque fois, il y en a, il y a plus de... La longueur d'onde diminue, la période diminue, en même temps que la fréquence augmente. Donc si la fréquence augmente, c'est la longueur d'onde qui diminue. Et inversement, si la longueur d'onde augmente, c'est la fréquence qui diminue. Il y a un lien entre les deux automatique. Quand vous entendez les mots fréquence, même si le mot n'est pas employé, il y a automatiquement une notion de longueur d'onde. Si vous entendez le mot longueur d'onde, il y a automatiquement une notion de fréquence. Et le rapport est inverse. S'il te plaît, est-ce que tu peux dire qu'est-ce que c'est la fréquence exactement? Oui. J'allais en parler un petit peu après, mais c'est pas très très grave d'en parler maintenant. La fréquence, la définition officielle, standard, conventionnelle dessus,
c'est le fait que c'est un mouvement par seconde. En tout cas, ça se mesure en Hertz, et on va dire 1 Hertz, c'est un mouvement dans la seconde. Ou en tout cas, une période, une longueur d'onde. Ça, c'est une longueur. Combien de fois ça bouge, combien de fois ça fluctue par seconde. Si ça fluctue une fois, c'est 1 Hertz. Si ça fluctue une fois toutes les 2 secondes, c'est 0,5 Hertz. Alors en fait, la fréquence, c'est la mesure de la période. L'inverse de la période. Non, la mesure. Je vous laisserai regarder ça à tête reposée. Parce que comme on peut le tourner dans un sens ou dans l'autre, ou réciproquement... Bah justement, c'est ça qui... Oui, Ouais, non. que j'aimerais. C'est se dire que c'est le nombre de fois que le pic survient en une seconde. C'est cette durée, c'est la période, c'est le nombre de périodes par seconde. Oui, enfin, vous parliez de mesure, de machin, mais... Donc si par exemple ça fluctue 10 fois dans la seconde, on est à 10 Hertz. 1000 fois, 1000 Hertz. Quand on entend parler du mégahertz pour les téléphones mobiles ou pour la radio, c'est des millions de fois par seconde. Quand on entend parler du gigahertz pour le Wi-Fi ou la 3G ou des choses comme ça, c'est des milliards de fois par seconde, etc., etc. Et on est plutôt sur des longueurs d'onde de quelques centimètres, alors que pour des longueurs d'onde qui sont à 10 Hz ou à 50 Hz, comme pour l'électricité, on est sur des longueurs d'onde qui font plusieurs milliers de kilomètres. L'autre chose, c'est qu'en fait, on a donc cette fondamentale qui est ici, on a une première harmonique par exemple, on a une autre harmonique après. Mais tout ça ne forme qu'un seul son. Donc, le mode mono s'accompagne d'une superposition qui fait qu'on est automatiquement sur une logique multiple. Une onde égale des ondes. Donc quand il y a plusieurs ondes, ça fait encore plus d'ondes. D'où cette richesse au niveau sonore qu'on peut avoir en fonction des morceaux, en fonction de ce qui va se dérouler. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est ça, c'est que la fondamentale et les harmoniques dont je vous ai parlé, en fait, elles se superposent. Elles ne forment qu'une. On a des outils mathématiques pour les dissocier, pour les distinguer, mais elles ne forment qu'une. Et donc, ce qui fait qu'un signal simple devient un signal complexe. Il y a des outils pour les simplifier, mais c'est ça qu'on va mesurer. Il faut des machines, des outils, des techniques derrière pour revenir à des choses élémentaires de cet ordre-là, parce que ce qui va être enregistré, ce qui va être capté, mesuré, retenu, ça va être ce qui va être détecté, ça va être un signal complexe qui contient plusieurs ondes à la fois superposées, mais qui ne forment qu'une seule onde. Les ondes sismiques. Autre registre. Les ondes sismiques, donc c'est les ondes qui résultent d'un séisme, qui résultent d'un tremblement de terre. Qui, parmi vous, voit ce que sont les ondes P et les ondes S? Ok, il y en a un au fond. J'en déduis que tout le monde suit. Donc en fait, ce qu'il y a à retenir pour les ondes sismiques, à chaque fois c'est ça l'idée, hein, c'est toujours ce qu'il y a à retenir. Et là, ce dont je vais vous parler avec les ondes sismiques, eh ben, ça se rajoute avec ce qu'on a dit avant sur les ondes sonores, sur la superposition, sur les harmoniques, sur des choses comme ça, sur les fondamentales. Donc en fait, les ondes sismiques, on a un événement qui se déroule, ça se propage dans le sol, et on va avoir donc à la fois des ondes de surface et des ondes de volume. C'est-à-dire qu'on a des ondes de surface qui viennent à la surface et qui se propagent, et en même temps on a des ondes de volume qui peuvent approcher la surface, peuvent ne pas l'approcher, ou peuvent au contraire partir en dessous et ne jamais venir vers la surface. Comme ça traverse un milieu qui est particulier, qui sont donc des roches, de la terre, de l'eau, il y a plein de choses dans le sol, hein, c'est le propre de la géologie d'analyser tout ça, les ondes, elles ne se propagent pas à la même vitesse en fonction de ce qu'elles traversent. Comme elles ne se propagent pas à la même vitesse, on va dire que on est dans une situation d'ondes élastiques. C'est-à-dire qu'elles avancent et puis hop, elles sont ralenties, puis elles avancent et puis elles sont ralenties. Situation élastique. Donc des ondes peuvent être élastiques, peuvent varier au niveau de leur vitesse. Et elles sont bien sûr superposées. Donc là voilà, ça aujourd'hui c'est les bases qu'on a dans la façon d'analyser des ondes sismiques. Il y a là aussi 4 ondes de base.
les premières, les plus anciennes à avoir été mises en évidence, c'est les ondes de volume. Donc, celles que je vous ai évoquées en disant ça avance, ça presse, ça comprime ce qui est devant, et puis à un moment ça se détend un petit peu, et puis ça re-avance, et puis ça se recomprime. C'est la fameuse onde P, non pas pour pression, mais pour primaire. Onde P, c'est les ondes primaires, ce sont des ondes de pression, mais ce sont des ondes, c'est les premières à sortir, et donc elles alternent des moments de compression, des moments de dilatation, des moments de compression. Les ondes S, c'est les ondes... Yes. Ce sont les ondes secondaires. Et en fait, mais en même temps, elles vont cisailler. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont faire bouger le sol. Il y a l'onde qui part par là, le terrain qui est devant vous, et le sol se fait compresser comme ça. Ça, c'est l'onde de pression de l'onde P. Avec l'onde S, vous avez beaucoup plus un effet comme ça. Ça bouge autrement. Et donc, c'est pour ça que pour les ondes P, on va dire que ça va être des ondes longitudinales, c'est-à-dire que là, on a la direction de l'onde et la force qui s'exerce. Et donc, l'onde se propage par là et la force s'exerce par là. Mais avec une onde transversale, l'onde part par là, mais les forces s'exercent ailleurs. Donc ça, c'est deux notions clés, même si elles sont un peu... c'est vraiment important de les avoir en tête. Peu importe que ça vous paraisse peut-être un petit peu abscon pour le moment, un peu abstrait, mais ces deux notions à avoir en tête, c'est qu'en fait, les spécialistes des ondes, ceux qui étudient ça depuis plus de 200 ans maintenant, distinguent des ondes de compression et ce qu'ils appellent dans leur langage les ondes de cisaillement, qui vont être transversales, alors que les ondes de pression, elles sont longitudinales. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a le sens de propagation et la force qui s'exerce. Et les deux ne peuvent pas forcément, elles ne sont pas forcément alignées, quoi. Elles ne sont pas forcément superposées. D'accord ? Ensuite, on a l'onde L, qui a un super nom, c'est l'onde Love. C'est l'onde L. Et ensuite, donc ça, c'est des ondes de surface, donc l'onde L et l'onde R. Elles portent le nom de leur découvreur, donc c'était un Britannique qui s'appelait Love, et Raleigh, c'est pareil, c'était un anglo-saxon, je ne sais plus si c'était américain ou anglais, Lord Raleigh, donc ça doit être un anglais, qui lui donc a trouvé les ondes R. Et ce qui est intéressant pour les ondes L et R, c'est qu'en fait, on rentre sur les notions d'interférence, c'est-à-dire que l'onde L, c'est le résultat de la combinaison des ondes P et S. L'onde R aussi. Mais sauf que, dans un cas, c'est leur aspect horizontal qui s'entremêle, la façon dont elles font bouger les choses au niveau horizontal, ça fabrique l'onde L. Et l'onde R, c'est la façon dont les deux ensemble, quand elles s'entrecroisent, comment elles font bouger les choses au niveau vertical. Donc ce sont des ondes, on pourrait les appeler secondaires, mais ce n'est pas forcément le terme qui va être retenu ou employé, mais c'est des ondes qui résultent de l'interaction des ondes d'avant. Des ondes primaires et secondaires. Les ondes primaires et secondaires, en se croisant et en s'entrecroisant, et des fois ça rebondit par rapport à des cailloux un peu trop denses, et ça revient en arrière, et ainsi de suite. Quand elles arrivent au bout de la surface de la Terre, hop, elles reviennent en arrière. Donc, il y a plein comme ça d'interactions entre elles, et donc elles vont fabriquer d'autres ondes. Et cette fabrication, ça fait porter notre attention sur une chose, c'est les fameuses histoires d'interférence. C'est-à-dire qu'en gros, l'interférence, c'est quand on a deux ondes qui se croisent. On utilise le mot interférence. En termes de mots peut-être plus simples, c'est l'interaction. Ce sont deux ondes qui interagissent. Il y a une interaction entre elles. On appelle ça interférence. L'interférence peut être constructive ou destructive. C'est-à-dire qu'elle peut être additive ou soustractive. Constructive ou additive, c'est un peu la même chose. C'est le fait qu'elles se superposent, qu'elles s'additionnent et qu'elles s'amplifient. Destructive ou soustractive, ça veut dire qu'en fait, l'une retire de la force à l'autre. Ou en tout cas, quand elles se rencontrent toutes les deux, il y a moins de force que si elles s'additionnaient toutes les deux. Donc, et la situation de la résonance, c'est quand on est dans une situation additive. La résonance, c'est un cas particulier des interférences. C'est quand on a deux ondes qui vont entrer donc en interaction,
mais seulement elles vont avoir, entre guillemets, la même fondamentale. Elles vont avoir la même identité de base. Et parce qu'elles sont identiques, et parce qu'elles sont en phase, et bien là, elles bougent encore plus ensemble. Donc c'est un cas particulier d'ondes entre guillemets identiques, c'est pas exactement le cas, mais c'est cette idée-là, qui vont s'amplifier mutuellement, au-delà de leur seule addition l'une sur l'autre. Donc l'interférence, vous avez compris, interaction entre deux ondes, il y a rencontre, et en fonction de cette rencontre, soit elles empilent l'une sur l'autre leur énergie respective, soit au contraire, elles vont soustraire une partie de leur énergie respective. Et ça, les ondes sismiques nous ont appris cela. C'est en gros entre les années 1830 et 1910 que la grande majorité, les bases, mais les bases très larges, de la compréhension des ondes sismiques et donc des équations qui allaient avec ont été posées. Et depuis ce temps-là, on est juste avec des appareils de plus en plus précis qui nous permettent de suivre et de détecter ce qui se passe, toujours pareil avec ces ondes P, ces ondes S, les ondes L et les ondes R. Et peu importe l'événement qui est à l'origine de ça, là on parle d'un tremblement de terre, mais en fait depuis les années 90 à peu près, par rapport à des traités qui ont été signés de non-prolifération sur les bombes nucléaires, et puis donc des États qui sont engagés à ne pas faire d'essais, y compris de ne pas faire d'essais souterrains, eh bien en fait c'est un réseau de sismographes qui sont disposés à la surface de la Terre, qui permettent de veiller, de détecter, d'entendre s'il y a ou pas une éventuelle explosion nucléaire. Parce qu'en fait c'est pareil, toute explosion, toute onde de choc, liée à un explosif, liée à un événement, et donc en l'occurrence même quand c'est une petite bombe nucléaire, va fabriquer des ondes de pression dans le milieu. Ça fabrique des ondes de pression sous terre. Et le signal typique d'une explosion, on le connaît par cœur. Et ce qui fait que les quelques géologues qui sont disposés, qui sont disséminés au fil des pays avec leur réseau de sismographes pour écouter la Terre, et donc, comme ils écoutent la Terre, eh bien c'est à eux qu'on a commandé le boulot d'écouter aussi quand il y a des explosions. Et donc de remonter l'information. Il y en a peu, mais ça arrive. Ce qui fait qu'on simplement, avec un stéthoscope comme ça, posé sur le sol, sur la planète, on sait si quelque part, à 2000 ou à 10 000 km, il y a une explosion nucléaire. Par rapport à la façon dont des ondes se diffusent dans le sol. On va un peu plus loin. On va aller voir les ondes gravitationnelles. Qui a déjà entendu parler des ondes gravitationnelles? Génial. Alors le monopole, c'est foutu, mais pour les ondes gravitationnelles, c'est gros succès. Donc, bon, quelques idées clés à avoir en tête sur les ondes gravitationnelles. D'abord, pour la petite histoire, la première fois qu'elles ont été écrites et formulées, c'est par un Français, c'est Poincaré, c'est en 1905, et il parle d'ondes gravifiques. Donc les ondes gravitationnelles, peu importe ce que vous pouvez entendre dans les médias et ainsi de suite, le premier à en avoir parlé, par écrit, communication à l'Académie des sciences, etc., même si ce n'est pas ce que la postérité a le plus retenu, c'est Poincaré, qui est quand même pas non plus un demi-manche d'un point de vue scientifique. Et donc c'est en 1905, l'onde gravifique. Le nom était joli en plus. Donc en fait, avec cette histoire de gravitation ou de gravité, d'onde gravitationnelle, qu'est-ce que c'est? On s'insère dans la continuité des travaux d'Einstein, et donc ça veut dire qu'on est avec l'espace-temps qui vibre. Une onde gravitationnelle, c'est une onde de déformation de l'espace-temps. De cette fameuse courbure de l'espace-temps. Vous avez tous un petit peu vu les images de ce quadrillage, de ce grillage-là qui est au sol, et puis quand il y a une planète un peu lourde ou qu'il y a une étoile, hop, ça fait un trou. Quand il y a un trou noir, hop, ça fait un trou. Donc ça, c'est le trou, c'est la courbure de l'espace-temps. D'accord. Donc après, si vous avez vu Interstellar, il y a encore d'autres belles images qui vont avec. Mais donc, ce qui est à retenir, donc, on est sur une onde gravitationnelle. Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un postulat théorique. Ensuite, c'est donc une onde de déformation de l'espace-temps. Donc, ça concerne vraiment la trame du réel, l'espace-temps. Ça dilate et ça contracte les corps, un petit peu comme une onde de pression. Mais surtout, elle est incroyablement faible, extrêmement faible. Pour vous donner un ordre de grandeur, on est sur des ordres d'échelle, sur des grandeurs de l'ordre du milliardième de milliardième à l'échelle du mètre. Milliardième de milliardième de mètre à l'échelle du mètre. Donc un objet qui a une dimension d'1 mètre, la onde gravitationnelle,
ce qui est prédit au niveau de la théorie, c'est que ça fait bouger, dilater ou rétrécir un peu sa dimension d'un milliardième de mètre. Donc c'est super tout petit. Alors la bonne nouvelle, si on veut, c'est qu'en fait les ondes gravitationnelles, ça n'est pas qu'une vue de l'esprit, ça existe vraiment, ou en tout cas ça a été établi scientifiquement. Donc en 1905, formulation théorique du concept de l'idée par Poincaré. En 1916, ces ondes gravitationnelles qui ne s'appellent plus gravifiques, disposent là d'un corpus de théorie, d'un corpus de formules qui pose encore plus sérieusement, solidement l'édifice théorique qui accompagne leur existence, c'est-à-dire que ça postule leur existence, ça anticipe le fait qu'on va les découvrir un jour, ça fait partie du modèle. Et en 2016, aux États-Unis, avec donc une installation qui s'appelle LIGO, on a détecté des ondes gravitationnelles. C'est la première détection solide, sérieuse. Par exemple, en fait, LIGO, il y a deux observatoires, il y a deux installations au niveau des États-Unis. Pourquoi est-ce qu'ils ont détecté ces ondes gravitationnelles? Parce qu'en fait, ils ont vu qu'il y avait un petit différentiel de temps de quelques millièmes de seconde entre un observatoire et l'autre, et ce différentiel de temps correspond bien à la vitesse de propagation d'une onde gravitationnelle sur la distance en question qui séparait les deux observatoires. Donc il y a plein de petites mesures complémentaires qui permettent de croiser les informations et de s'assurer qu'on n'est pas sur quelque chose qu'on imagine ou sur une bombe nucléaire. Donc là, ce qui est intéressant avec ce schéma aussi, c'est que, comme je vous l'ai dit, tout ça va être disponible sur YouTube, vous pourrez le revoir plus tranquillement et mieux. On est avec différentes natures de vibrations, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, c'est des supernovas ou c'est des étoiles qui tournent très très vite sur elles-mêmes. Et on est sur des fréquences ou on est sur des périodes qui ne sont pas du même ordre. On est sur la milliseconde que ici, où on est sur des signaux qui vont mettre des années pour être captés. Là-haut, par exemple, c'est les fluctuations quantiques du début de l'univers. C'est là que se situe. Là, ici, on est dans la partie des sources de quels sont les objets de l'espace, du cosmos, de l'univers, qui sont susceptibles de produire des ondes gravitationnelles. Donc, qui vont, au niveau de leur masse, au niveau de leur énergie, au niveau de leur comportement, générer assez de puissance et de force pour pouvoir faire vibrer les cordes de l'espace-temps. Okay. Et en dessous, ici, c'est les détecteurs, ou en tout cas les systèmes qui ont permis de commencer à approcher ce qu'il en est. Et il y a des jeux de couleurs qui permettent de faire le lien. C'est-à-dire que là, ici, c'est donc une photo du fond du ciel, du cosmos du début, le fameux bruit de fond cosmique. Là, c'est des interféromètres spatiaux. Voilà, en tout cas, c'est un système qu'on a mis au point qui permet d'entendre ce qui se passe dans ces gammes de fréquences-là. Ici, c'est d'autres systèmes qui permettent d'entendre par là. Et puis là, donc, c'est l'observatoire LIGO, le détecteur pour les ondes électromagnétiques. Donc, en fait, le nom sérieux, c'est interféromètre. Puisqu'en fait, on va écouter les interférences. Et donc, ces systèmes terrestres, on n'est pas avec des observatoires, avec des sondes ou des observatoires qu'on a mis en orbite autour de la Terre ou qu'on a lancés dans l'espace. On est sur des choses qu'on a installées sur le sol ici, donc qui sont terrestres. Eux, ils vont détecter les signaux qui correspondent à des comportements de supernovas, d'étoiles en rotation sur elles-mêmes, ou même de trous noirs en cours de naissance. Et c'est ça que ce dessin représente, que cette image représente. Cette image représente les signaux qui ont été captés, les vibrations, les perturbations, les ondelettes, les fluctuations qui ont été captées par le système LIGO. Ces deux étoiles qui tournent très vite l'une autour de l'autre, on est à un petit peu avant la naissance d'un trou noir, on n'est pas exactement avant, mais on est dans le moment où ça va commencer à tourner encore plus vite pour devenir un trou noir, et donc ça diffuse une perturbation, ça diffuse de l'énergie, ça diffuse des vagues qui se propagent. Et ce qui est intéressant avec cette image, c'est de voir que ces vagues qui se propagent, ce sont des ondes de volume. C'est pas que sur la surface, ça va partout. Ça rayonne dans tous les sens. Donc l'onde gravitationnelle, c'est aussi une onde de volume. Bon, la dernière, dont vous avez tous entendu parler largement, c'est l'onde lumineuse, c'est-à-dire l'onde électromagnétique. J'ai préféré utiliser le mot lumineux qu'électromagnétique parce que
La lumière, c'est d'abord électromagnétique. Et donc, les ondes électromagnétiques, c'est pour ça que j'ai préféré employer le terme onde lumineuse que onde électromagnétique. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, ce qu'on appelle le spectre électromagnétique, c'est-à-dire le catalogue de rayonnement électromagnétique qui peut exister et qui a été identifié par les scientifiques, des hautes fréquences, des basses fréquences, qu'elles soient d'origine naturelle, d'origine artificielle, qu'elles soient des rayonnements ionisants ou des rayonnements non ionisants, tout ça, ce sont des mots que vous avez pu voir en passé. Tout ça participe de cette notion de spectre électromagnétique et donc de grand éventail, de grande panoplie de rayonnement. C'est de la lumière, ce sont des photons, c'est des particules lumineuses. Mais sauf que la lumière visible, celle que l'on voit, c'est une toute petite fraction de ce spectre électromagnétique. Donc ça veut dire que le reste, c'est de la lumière aussi, c'est juste qu'on ne la voit pas. C'est pas, il y a la lumière, et puis le reste, c'est pas de la lumière. Non. En tout cas, moi, ce que je vous invite à regarder, c'est que c'est de la lumière visible, et le reste, c'est de la lumière invisible, ou de la lumière qui n'est pas visible, avec nos yeux. Parce qu'en fonction des appareils qu'on va fabriquer, on va pouvoir voir ces rayonnements qu'on ne voit pas. Donc tout ça, c'est toujours de la lumière. Alors du coup, le rayonnement électromagnétique, on a encore cette idée de période qui là est exprimée à travers la notion de longueur d'onde. Période, longueur d'onde, c'est la même chose, strictement la même chose, c'est juste un mot qui est plus familier que l'autre au niveau de l'usage. Et ce qui caractérise aussi l'onde lumineuse, c'est la notion de composante. Alors ça, la composante, c'est intéressant parce qu'en fait, pour l'onde électromagnétique, pour les rayonnements électromagnétiques, pour donc cette onde qui est aussi un champ, donc je parle d'onde électromagnétique ou d'onde lumineuse, mais on pourrait parler de champ lumineux ou de champ électromagnétique, et bien on a une composante électrique, des forces qui s'exercent, et une composante magnétique, des forces qui s'exercent. Et tout ça, et ça s'exerce de façon perpendiculaire. Donc, on va dire qu'une onde électromagnétique, elle est électromagnétique. Pourquoi ? Parce qu'elle est à la fois électrique, à la fois magnétique. Mais les deux forces sont bien distinctes. Elles sont ensemble au niveau de l'objet onde lumineuse ou l'onde électromagnétique, mais elles sont décrites comme étant deux composantes. On a une composante, toute onde électromagnétique, toute onde lumineuse, visible ou invisible, a de toute façon une composante électrique, une composante magnétique. Elle a d'autres composantes qui ne sont pas forcément décrites, elle a d'autres propriétés. Après, c'est en fonction des scientifiques, c'est en fonction des appareils qu'on va se préoccuper des autres propriétés. Moi, je vais ouvrir l'une d'entre elles, qui est la notion de polarisation. Donc, en fait, la polarisation, qu'est-ce que c'est ? C'est le bouton d'après. C'est la façon dont l'onde lumineuse, elle tourne sur elle-même. Donc, ça peut tourner dans ce sens-là, ça peut tourner dans ce sens-là. Donc, la notion de polarisation. Le mot est comme il est, c'est pas grave, mais ce qu'il faut, dès que vous entendez l'histoire de lumière polarisée, ou de polarisation lumineuse, c'est qu'en fait, le rayon lumineux, il a tourné. Dans un sens ou dans l'autre. Cette propriété-là, ou en tout cas, c'est une des propriétés de la lumière, qui est la polarisation. Donc on voit, c'est toujours la même onde, c'est juste qu'on l'a représentée différemment. On l'a représentée dans un mouvement tournoyant. On l'a représentée dans un mouvement où elle est en train de progresser, elle s'éloigne depuis la source, et en même temps, en fait, on se la représente dans un mouvement plus global, qui n'est pas simplement, des fois ça monte et ça descend du côté électrique, et des fois ça monte et ça descend du côté magnétique. C'est qu'en plus, parce que ça traverse un milieu, parce que cette idée de polarité ou de polarisation est directement corrélée au fait que ça traverse un milieu, ça traverse de l'eau, ça traverse de l'air, ça traverse un corps humain, ça traverse quelque chose, ça traverse le vide, l'espace, ça va traverser un champ magnétique, ça va traverser quelque chose, ça traverse un milieu, eh bien, il y a une incidence qui fait que la lumière tourne sur elle-même. Donc ça, c'est une notion importante, y compris dans l'histoire des sciences. Première observation, ou en tout cas compte rendu de type tiens, la lumière a tourné, c'est un Français, Malus, je crois que son nom c'était Louis Étienne, de mémoire. Il faisait partie des savants de Bonaparte. Ça a été le premier à observer ça. Un autre savant de l'époque, Arago, a fait d'autres expériences avec des cristaux. Il a un peu plus systématisé les observations sur le sujet. Et Biot
lui, a posé les équations par rapport à ça, et surtout les équations, comment la lumière va donc se polariser en passant à travers des milieux liquides. Et donc, bon, il y a une expression pour ça, je l'ai juste citée par honnêteté intellectuelle, mais c'est pas forcément celle-là qui va être la plus importante, c'est la notion d'activité optique. Donc en fait, on est dans l'optique, on est dans ces lois qui décrivent le comportement de la lumière, qui traversent des matériaux, qui traversent des substances, qui traversent du verre, qui traversent des cristaux, qui traversent, enfin en tout cas des matériaux cristallins, qui va donc traverser des cristaux de quartz par exemple. Voilà, donc on est dans ces phénomènes-là, et donc la matière, le milieu en question qui est traversé par la lumière, a un pouvoir rotatoire. Il a le pouvoir de dévier le rayonnement lumineux, de le faire tourner sur lui-même, de le faire entrer en rotation. Et cette rotation, donc, on parle d'un angle de rotation, on parle de plan de polarisation. Donc la polarisation, je l'ai indiqué ici, pour mémoire, là aussi au niveau des termes savants ou techniques, mais ceux-là sont utiles à avoir en tête. La notion de plan de vibration, c'est associé à l'électricité, et la notion de plan de polarisation, c'est associé au magnétisme. Donc dès qu'on va passer, si ça vous arrive, les notions de plan de polarisation, c'est parce qu'en fait, on est en train de lire le phénomène dans sa dimension magnétique. C'est le magnétisme qu'on fait passer d'abord, en fait, dans la façon de décrire les choses. On n'est pas en train de se mettre du point de vue de l'électricité, on est en train de se mettre du point de vue du magnétisme. Donc, vu qu'on vit quand même sur Terre où il y a un champ magnétique terrestre, c'est intéressant d'avoir ça en tête. Et donc, la polarisation, elle peut être verticale, elle peut être horizontale, bien entendu. Et donc, ce qui fait que comme l'onde, elle tourne, ça veut dire que ce qui est électrique ici est magnétique là, comme ça tourne, et bien des fois, c'est le magnétique qui est ici et l'électrique qui est ici. Ça tourne. Et ça peut tourner vers la droite, ça peut tourner vers la gauche. Et là, on rentre sur d'autres propriétés. Enfin, donc, ça peut traverser des milieux solides, des milieux liquides. Et il y a cette notion de chiralité. La chiralité, c'est cette idée que ça tourne vers la droite ou vers la gauche. C'est cette idée que des molécules, notamment dans les milieux vivants, à travers les protéines ou d'autres types de molécules qu'on a dans un organisme, tout organisme confondu, hein, les plantes, les insectes, les mammifères, l'être humain, elles vont être structurées d'une certaine façon. On peut avoir deux molécules pareilles, mais elles peuvent être de chiralité vers la droite, elles peuvent être lévogires ou dextrogires. C'est-à-dire qu'elles vont être plutôt tournées vers la droite ou plutôt tournées vers la gauche. Okay. Donc, la chiralité, au niveau des molécules qui nous composent, et donc des tissus qui nous composent, est caractéristique du vivant. Ou la résultante, si c'est à droite ou à gauche, n'aura pas le même impact. On s'est rendu compte qu'en général, dans le vivant, c'est plutôt vers la gauche. En général. Mais donc, on a ce rayon lumineux qui va rentrer en nous, par exemple, quand on est en train de prendre le soleil. Et ce qu'il faut bien avoir conscience, si on a envie d'en avoir conscience, bien sûr, c'est que cette lumière qui nous pénètre, qui rentre en nous, parce qu'elle traverse notre peau, elle tourne. Comme elle tourne, on a des courants électriques et magnétiques, des flux, qui résultent de cette lumière qui rentre en nous. Et donc ça génère des courants d'induction dans le corps. Il se passe tout ça, même si on ne le sait pas et qu'on s'en moque. Hein, parce qu'on peut tout à fait... on s'en est pas trop préoccupé pendant quelques milliers d'années, donc ce n'est pas indispensable pour vivre de le savoir. Mais ça peut être intéressant. Donc ce qui est intéressant, c'est ça aussi. L'effet Faraday en 1846. C'est le moment où Faraday, il fait ses expériences avec... Faraday, c'est génial, parce qu'en fait, c'est un autodidacte pur jus. Et c'est lui qui a été... c'était un bosseur de première, et il a posé toutes les bases expérimentales de l'électromagnétisme. Et c'est 30 ans après, un gars qui s'appelle Maxwell, qui a fait le boulot de rassembler toutes les infos que Faraday avait découvertes pour faire le corpus théorique de l'électromagnétisme. Donc Faraday, il a observé, il a fait ses trucs, et après, Maxwell, il a dit, bon alors ça peut aller ensemble, ça en fait c'est tel phénomène, mais ça si on les met ensemble... Lui, il a bâti l'édifice théorique. Donc Faraday, en 1946, ce qu'il découvre, c'est qu'en présence d'un champ magnétique, tout milieu traversé, à partir du moment où il y a un champ magnétique,
tout milieu traversé, l'eau, la terre, la peau, les cheveux, tout milieu traversé manifeste un pouvoir rotatoire. Du fait que nous sommes sur Terre plongés dans le champ magnétique terrestre, automatiquement, toute lumière qui nous traverse, même si on n'avait pas des molécules qui râlent en nous, a droit à son tour de giratoire. Donc voilà, ça c'est la façon dont les ondes, c'est pas simplement un truc qui monte et qui descend, quoi. Ça bouge, ça tourne d'une certaine façon, parce que il y a parce que le milieu dans lequel nous sommes, le milieu que nous sommes nous-mêmes en nous, puisque nous avons un milieu plutôt acide, un milieu plutôt basique, va avoir des propriétés avec lesquelles la lumière est en interaction. Donc on est toujours sur ces interactions lumière-matière. Bon, maintenant on va passer au scalaire.